En manchette, aujourd'hui, Dominique Ducharme de passage à Joliette ce vendredi. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre qui vous souhaite la bienvenue. On parle tout d'abord de hockey, donc ça brasse et les joueurs autonomes en plus. Mais il y a une autre nouvelle qui concerne le Canadien de Montréal et notre grande région de la Naudière. En effet, amateurs de hockey et du Canadien, vous avez suivi sans doute les séries palpitantes de hockey cette année, donc avec passion. Et vendredi, le 30 juillet prochain, à la brasserie La Brousport, soit l'ancienne brasserie Le Ranch à Joliette. Donc, cet établissement recevra Dominique Ducharme, l'entraîneur du Canadien, dans le cadre d'une activité de financement pour la Fondation Dominique Ducharme. Cette information est disponible sur la page Facebook de la brasserie. Important, aucune réservation n'est prise, donc ça sera tant qu'il y aura de la place, compte tenu évidemment des mesures liées à la pandémie. Du hockey, on passe à la politique. Maintenant, parlons agriculture et une nouvelle qui touche le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. En effet, le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte et porte-parole en commerce international, Simon-Pierre Savard-Tremblay, et le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, Yves Perron, ont profité de leur visite à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe pour dresser le bilan des actions libérales en agriculture. Plusieurs dossiers sont toujours en suspens et les élus s'attendent à ce que la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, profite de son passage dans la circonscription pour proposer des solutions concrètes. Simon-Pierre Savard-Tremblay rappelle entre autres que de nouvelles concessions ont été accordées dans l'accord Canada-États-Unis-Mexique et que pour cet accord, aucune entente de compensation n'a encore été conclue avec les producteurs sous gestion de l'offre et les transformateurs. On cite le député, n'eût été des pressions répétées du Bloc québécois, les compensations pour l'accord avec l'Europe et le partenariat transpacifique ne seraient pas versées non plus. Ce gouvernement a la mauvaise habitude de faire des promesses qu'il laisse traîner, ce qui lui permet de les réutiliser en promesses électorales. Nos producteurs méritent mieux, dit-il. Il rappelle aussi que le gouvernement libéral a délibérément retardé le traitement du projet de loi C-216 visant à protéger la gestion de l'œuf de toute nouvelle brèche afin d'en empêcher l'adoption avant le déclenchement des élections prévues au mois d'août. On le cite, le député, il est quand même ironique qu'un gouvernement minoritaire, malgré un appui factice lors des votes en Chambre, refuse de respecter la volonté des élus en étirant les délais afin de pouvoir tout effacer au déclenchement des élections, de mentionner M. Savard-Tremblay. C'est une démonstration supplémentaire de l'incohérence des troupes de Justin Trudeau ainsi que de leur manque de volonté à véritablement soutenir nos entrepreneurs et entrepreneurs agricoles, a-t-il ajouté. De son côté, Yves Perron insiste pour qu'on n'oublie pas la dernière tentative libérale de retarder la mise en œuvre de la loi C-208, rendant plus équitable le transfert des entreprises familiales. Avant l'adoption de la loi, le transfert d'une entreprise à un membre de la famille était traité comme un dividende et non comme un gain en capital, contrairement à la vente à un tiers. Le propriétaire n'avait donc pas droit à l'exonération cumulative des gains en capital s'il vendait son entreprise à ses enfants. On cite le député Perron. Le monde agricole réclame depuis longtemps que les élus règlent cette injustice qui mettait en péril la relève agricole et le modèle québécois d'occupation du territoire. N'eût été des pressions exercées par l'opposition. Le gouvernement libéral avait l'intention de remettre son application en janvier 2022 et il a toujours l'intention d'y apporter des modifications. On va les surveiller de près pour préserver ce gain important pour le monde agricole
et toutes les entreprises du Québec. M. Perron insiste aussi sur le faible soutien offert au monde agricole et agroalimentaire tout au long de la crise de la COVID, en particulier en regard des travailleurs étrangers temporaires pour lesquels le fédéral a largué ses responsabilités sur le dos des producteurs. M. Perron affirme que alors que non seulement le fédéral n'a pas pris ses responsabilités en assumant la gestion des quarantaines des travailleurs étrangers, mais il ne respecte pas son engagement de soutenir adéquatement les producteurs pour les coûts financiers que cela amène, a-t-il ajouté. On avait promis 1 500 $ par travailleur étranger tant et aussi longtemps que les quarantaines seraient obligatoires. Déjà que ce montant n'était pas toujours suffisant, particulièrement pour les gens des régions, on vient de le réduire de moitié en juin dernier. J'ai interpellé le gouvernement à plusieurs reprises à ce sujet et on nous a répondu par une fin de non-recevoir, de rétorquer M. Perron. Les deux élus dénoncent aussi les tentatives du gouvernement canadien d'augmenter la tolérance sur la quantité de glyphosate, de fongicides et d'insecticides qu'on retrouve sur les aliments consommés par la population. On cite le député d'abord avec les glyphosates sur les haricots, puis les pois, puis les insecticides et fongicides sur les bleuets et les framboises. Tout ça en plein mois de juillet en espérant que ça passe sous le radar. Donc, la population n'en veut pas, les producteurs n'en veulent pas. C'est un déni environnemental qui va à l'encontre des nouvelles pratiques respectueuses de nos milieux naturels, de dire le député Savard-Tremblay. C'est un non-sens total, alors que tous s'entendent pour réduire l'utilisation de ces produits au minimum et chercher des méthodes alternatives. Ottawa s'en va en sens complètement contraire. Il faut plutôt financer adéquatement la recherche, soutenir nos producteurs et prévoir la transition graduellement avec le principe de précaution. Mais il faut le faire, d'ajouter M. Perron. Une augmentation des seuils de tolérance laisse tout le monde perplexe. Est-ce que le fédéral veut permettre l'entrée massive de produits de l'étranger ne respectant pas nos normes? On va lutter contre ça, a-t-il ajouté. En conclusion, les deux élus invitent la ministre Bibeau, qui visitera elle aussi l'exposition, à profiter de l'occasion pour rassurer les producteurs, en particulier sur les intentions gouvernementales de modifier la loi sur les transferts d'entreprises familiales. On veut le respect de nos producteurs. Elle doit garantir aux producteurs que l'esprit de la loi C-208 sera respecté, précise Yves Perron. La négligence libérale dans ces dossiers ne lui permet certainement pas de pavoiser ici devant nos agriculteurs et agricultrices la tête haute, sans des réponses concrètes à ces inquiétudes, de conclure le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On passe maintenant à des mesures de sécurité que nous invite évidemment à respecter. C'est la MRC qui nous invite. On a un petit tableau à l'arrière. Vous le voyez comme moi. On parle de bonnes pratiques, oui, voilà, de bonnes pratiques, des conseils ça touche les installations électriques. C'est toujours important. Le tiers des causes des incendies dans les résidences, ça relève de l'installation électrique ou mécanique. Donc, il faut faire attention. Les incendies peuvent être dus à l'usure, à une mauvaise utilisation, à la non-conformité de l'installation aussi électrique. Donc, il faut faire vraiment attention. Quelques conseils de notre MRC. Le panneau électrique doit être accessible en tout temps. On sait que des fois, il y a plein de choses devant. Il ne faut pas que ça arrive. Assurez-vous d'avoir au moins 1 mètre libre de tout matériel devant votre panneau. Faites toujours appel à un maître électricien pour vos panneaux, pour vos travaux touchant l'électricité, peu importe le travail. Utilisez des rallonges fils électriques ou câbles en bon état, jamais endommagés et seulement pour de courtes périodes.
Ne coincez jamais une rallonge sous un tapis ou sous un meuble. Faites remplacer toute installation électrique endommagée. Aussi, ne branchez pas les appareils dans plusieurs prises pour éviter de surcharger ces prises. De surcharger un circuit électrique, utilisez à ce moment-là une barre de tension, une barre d'alimentation dotée d'un dispositif anti-surcharge. Donc, ça déclenche si jamais il y a une surcharge électrique. Ça peut prévenir bien des dégâts. Vous désirez plus d'informations ou faire vérifier des choses? Le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré est là pour vous. 450-836-7007, le poste 2510. 450-836-7007, le poste 2510. Donc, voilà pour cette mise en garde. C'est toujours utile de se le faire rappeler. On le sait, mais parfois, on a des petits oublis. Il faut faire vraiment attention. Donc, voilà. On va passer maintenant, oui, à la Corporation du patrimoine de Berthier. Une nouvelle culturelle. La Corporation du patrimoine de Berthier, donc on parle de la chapelle des Culs-de-Berre, tiendra son assemblée générale annuelle dimanche le 1er août prochain, 13h. Ça se déroulera à la boîte à Start-up, 471 avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. Ce sera une occasion privilégiée de partager avec les membres, entre les membres de l'organisme, les grands enjeux de la culture et du patrimoine de notre région et de contribuer à la vie démocratique de l'organisme. La corporation espère que vous serez des nôtres. On vous retrouvera évidemment avec grand plaisir. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de la Chapelle des Culs-de-Berre, chapelle des Culs-de-Berre en un seul mot.com. Donc c'est simple, on y va comme ça. Maintenant, un avis de recherche, avant de passer à la pause, un avis de recherche de la Sûreté du Québec, la SQ, qui demande l'aide du public pour retrouver Olivier Guittard, 17 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois à Sainte-Julienne, dans la Naudière, c'est le 21 juillet dernier, vers 19h30. Il pourrait se trouver dans la région de Joliette, Rawdon ou encore de Sainte-Julienne. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, la taille 1,70 m ou 5 pieds 7 pouces environ, son poids 70 kg, 154 livres, il a les cheveux bruns, les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un T-shirt foncé et des espadrilles. Toute personne qui apercevrait Olivier Guittard est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pourra permettre de retrouver Olivier Guittard pour être communiquée confidentiellement à la centrale criminelle, à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Ouais! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf.
Les anniversaires du 28 juillet, donc la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Joanne Rondeau et à Fernand Rivet. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Éric Clermont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 28 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi pour vous souhaiter bonne fête. On parle maintenant des fameux passeports à trait et d'une dernière chance pour vous en procurer. Devant le succès du programme Passeport à trait, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'industrie de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, a annoncé ces jours derniers l'ajout de 4 millions de dollars à l'enveloppe de cette mesure créée afin de soutenir la relance de l'industrie touristique dans toutes les régions du Québec. Ainsi, depuis son lancement à l'été 2020, c'est l'année dernière, donc ce sont 17,7 millions de dollars qui ont été consentis dans le cadre de ce programme. Rappelons que cette initiative favorise la découverte de nouveaux attraits grâce à la forfaitisation. Elle propose aux visiteurs des rabais allant de 20 à 40 % à l'achat de forfaits regroupant 2, 3 ou 4 attraits touristiques. Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme, a mentionné à ce sujet: « Je suis très heureuse du succès du programme Passeport à trait auprès des Québécois et des entrepreneurs touristiques. Cette mesure incitative a été créée afin de soutenir la relance touristique en suscitant l'appétit des visiteurs pour une diversité d'expériences touristiques partout sur le territoire. Avec cette nouvelle bonification financière, nous générerons encore plus de retombées positives pour nos entreprises tout en participant au dynamisme économique de nos collectivités. Je salue les efforts, a-t-elle ajouté, les efforts investis par toute l'industrie pour stimuler le tourisme en cette période cruciale de relance. Je suis certaine que les entrepreneurs sauront miser sur cet engouement pour la forfaitisation afin de générer d'autres initiatives qui feront rayonner encore davantage notre destination. » Ici, dans la région de Berthier, 2 passeports à trait sont présentement en vente, passeports qui vous permettent d'économiser pour un 20 %, pour l'autre 40 % sur le prix de base des attraits. Ces attraits sont le forfait 2 rives à découvrir, regroupe le musée Gilles Villeneuve à Berthierville, la maison Rosalie Cadron à Lavaltrie, le Biophare et Statera à Sorel-Tracy. Donc, on peut découvrir 2 attraits de chaque côté des rives du Saint-Laurent. De plus, il y a aussi le forfait le plus vite et le plus fort qui, lui, regroupe une visite au musée Gilles Villeneuve et une autre à la maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Mathan. Donc, on vous invite, si ça vous tente, à vous procurer le plus rapidement possible ces passeports à trait avant que tout soit écoulé. Nous sommes maintenant rendus à la 3e semaine du Festival de la Naudière. Renaud Loranger, directeur artistique du festival, nous parle donc de cette fin de semaine à venir en ces termes. Nous empruntons des chemins de traverse cette fin de semaine avec des compositeurs très connus, par exemple Fauré, Bizet, Prokofiev ou Haydn, qui nous relèvent d'autres facettes de leur art à travers des morceaux envoûtants mais moins fréquentés. Le concert du 30 juillet avec l'OSM et Jacques Lacombe explore l'idée même du style classique en musique. Le claviessinisme, c'est ça, Mélisande, la claviessiniste Mélisande McNabbé, oui, et le violoncelliste Brian Cheng font leur début au Festival de la Naudière. Des artistes qui vous feront sûrement vibrer d'enchantement. On écoute l'entrevue que nous a donnée le responsable du festival, qui nous a donné donc à CTRB. On écoute M. Loranger. Et là, les 30 et 31 juillet, on retrouve l'OSM à nouveau. On les a laissés là, après le concert d'ouverture le 17. Donc, toujours avec Jacques Lacombe à leur tête. 2 programmes
très intéressants tous les deux, très contrastés. Le 30, c'est un programme construit autour de l'idée du style classique, de ce qu'on appelle vraiment, là, le genre a pris un peu son nom de cette période-là, mais ce qu'on appelle le classicisme en musique, la musique classique. Donc, on a une symphonie de Joseph Haydn, qui est un peu le fer de lance là, de cette idée-là de classicisme en musique. Et puis après, on a des morceaux de compositeurs du 20e siècle, Prokofiev, Poulenc, qui font figure au 20e siècle un peu de compositeurs très modernes, en fait, innovateurs, tout ça. Mais ils ont écrit aussi des morceaux complètement tournés vers la tradition classique. Et puis la symphonie de Prokofiev qu'on va entendre ce soir-là, la première symphonie, c'est une œuvre de jeunesse, c'est sa première symphonie, mais c'est un peu un hommage justement à Joseph Haydn, à 200 ans d'intervalle. Puis Prokofiev l'a d'ailleurs intitulé Symphonie classique. Donc ça nous donne un peu l'idée. Puis après ça, on retrouve Mélisande McNabney, qui s'est produite en récital quelques jours plus tôt, dans un concerto donc pour clavecin et orchestre de Francis Poulenc. Même chose, Poulenc est un compositeur français du 20e siècle, mais dans ce morceau-là, il s'est vraiment inspiré d'un style classique, d'une tradition classique beaucoup plus ancienne. Et puis, c'est un morceau qui n'est pas joué très souvent, qui est très amusant, qui est très beau. Mais justement, c'est ça, c'est qu'en fait, les contraintes, si on veut, sanitaires font en sorte aussi qu'il y a plein de répertoires qu'on ne peut pas vraiment présenter en ce moment, mais ça nous pousse à aller vers des répertoires qu'on a beaucoup moins l'occasion de jouer, d'entendre. Donc ça vaut vraiment la peine aussi, bien sûr. Après ça, le 31, le lendemain, le samedi, c'est toujours l'OSM et Jacques Lacombe. Et là, dans un programme, j'ai envie de dire vraiment là, aux couleurs de l'OSM, musique romantique française, c'est vraiment la terre de prédilection de l'OSM depuis des décennies. Donc, Fauré, Saint-Saëns, Bizet, le compositeur de l'opéra Carmen, qu'on connaît très bien, mais on connaît beaucoup moins sa musique pour orchestre, notamment, donc sa symphonie qui va être jouée le 31 juillet. Et ce sera l'occasion aussi d'entendre pour la première fois un violoncelliste canadien, Brian Chang, pour la première fois au festival, qui jouera le deuxième concerto pour violoncelle de Saint-Saëns. Fait intéressant à noter sur l'instrument, sur le violoncelle qui a servi à la création de ce concerto-là au 19e siècle. Donc, c'est une anecdote, mais c'est amusant quand même. Effectivement. Puis, au niveau des églises, je cherche un mot. Oui, non, on approche, on est presque rendu à la fin. Ensuite, début août, d'autres concerts en église, on en a deux. Le 4 août, à l'église de Saint-Paul, on va retrouver une soprano, pianiste et soprano en fait, Rachel Fenlon. Elle est originaire de Colombie-Britannique. C'est une fille un talent très, très particulier, c'est-à-dire qu'elle est chanteuse, elle est soprano, dans la plus belle tradition, mais elle est aussi pianiste. Et elle s'accompagne elle-même en récital de chant. Donc, c'est quelque chose de très, très rare, de très spécial. Elle va nous proposer des mélodies françaises, allemandes aussi. Il y a du Schubert, il y a du Debussy. Un très, très beau programme. Mais encore une fois, avec cette particularité-là, qu'on va l'entendre chanter et s'accompagner au piano en même temps. Voilà. Et ensuite, le 5 août, le lendemain, on est à l'église de Saint-Barthélemy. Et là, on retrouve Charles-Richard Ramelin et son complice, le violoniste Andrew Vaughan. Andrew est aussi un habitué du festival parce qu'il est le violon solo de l'OSM. Donc, il joue dans l'OSM et puis s'est produit plusieurs fois au festival dans les 15 dernières années, depuis son arrivée à Montréal.
Mais ce sera la première fois qu'il jouera aussi donc, en solo. Donc, récital, violon, piano, Andrew et Charles. Et il nous propose l'intégrale des sonates pour violon de Robert Schumann. Voilà, ça c'est le 5 août à Saint-Barthélemy. Parfait. À son domicile de Saint-Ignace de Loyola, le 12 juillet dernier, à 83 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolisse, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolisse, Annie Cournoyer, ses deux petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémie, Joanie Desrosiers, ses deux filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolisse, Muriel Péloquin, Aline Lapolisse, Raymond Salvas, Fernande Lapolisse, Denis Gillot, Noëlla Lapolisse, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolisse, Feu Micheline Lapolisse, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondou, Mireille Goulet, feu Yvon Mondou, ainsi que de nombreux membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme suivant: fondation-icm.org/les-faucons-de-données, Institut de cardiologie de Montréal. La famille accueillera parents et amis samedi le 14 août dès 14 h. Au salon Thériault à Berthierville suivra une liturgie de la parole à 16 h. M. Lapolisse sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 23 degrés avec un ressenti de 23. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour ce soir, ça va être dégagé, température de 20 degrés avec un ressenti de 21. Cette nuit, ça va être ciel variable, température de 13 degrés avec un ressenti de 13. Demain matin, température de 16 degrés avec un ressenti de 16. C'est ensoleillé avec des passages nuageux. Et demain après-midi, on s'attend plutôt à une température de 24 degrés avec un ressenti de 27. Mais alors là, il va y avoir des risques de pluie quand même assez importants, donc faites attention à ce niveau-là. Pour ce soir, 18 degrés avec un ressenti de 18 et la pluie va continuer. 1 mm de pluie pendant la nuit et en soirée. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est modéré. Les maringouins sont en quantité modérée, les mouches à chevreuil en quantité élevée et les mouches noires en quantité faible. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin du 28 juillet. On se retrouve demain, même heure, même poste.